les Américains ont en face d'eux des négociateurs à tous les niveaux qui ont la mémoire, qui ont l'expérience et le temps pour eux. Et ça, je crois que c'est une caractéristique majeure du système russe. Pour prendre un seul exemple. Voilà. Voilà l'une des choses qu'on a du mal à accepter par les propagandistes et par les va-t-en-guerre en Occident. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à une séquence de LCI. Bien évidemment, il y a tous les propagandistes habituels sur la chaîne. Et il y a aussi la dame ou l'ancienne dame Christine Ockrent qui semble refaire surface dans les médias mainstream. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'il y a un nouveau intervenant que je ne connaissais pas. C'est l'ambassadeur ou l'ex-ambassadeur de la France en Russie de 2020 à 2024 qui ramène des positions beaucoup plus nuancées et surtout beaucoup plus intelligentes que d'habitude. Sans doute qu'il n'a pas encore mordu à la propagande comme les autres et pour l'instant, il semble avoir les idées plutôt cohérentes. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la vidéo s'appelle « Armes, renseignements, le nom de Trump à Poutine ». Je ne sais pas c'est quel nom que Trump a fait à Poutine, mais nous allons découvrir ça dans cette vidéo. Alors, commençons par le début. Il faut écouter peut-être d'abord comment la porte-parole de la Maison-Blanche, celle-là même qu'on vient d'entendre sur l'histoire française et américaine, dit « Bonne surprise pour les Ukrainiens, en réalité, Trump rééquilibre après le coup de fil avec Poutine. Cette fois, il donne davantage aux Ukrainiens. » Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires pour protéger ses civils, notamment des systèmes de missiles patriotes. Le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe. Nous continuerons de partager à l'Ukraine nos renseignements en termes de défense. Alors, ici, je n'aimerais pas devenir victime de la propagande habituelle des Européens et des Occidentaux. Vous avez bien attendu ici. Trump ne s'est pas engagé à fournir des patriotes qui viendraient des Américains ou des stocks américains. Il a dit, ils vont voir s'il y a des patriotes en Europe. Et nous savons que des patriotes en Europe, ça ne court pas les rues. Et donc, on va voir, mais ce qu'il dit, c'est que nous allons continuer à partager nos renseignements avec l'Ukraine en matière de défense, si je retiens bien. Ce n'est pas en matière d'attaque. Et si vous vous souvenez, la séquence de Figaro que je vous avais montré, le monsieur, il avait bien dit, les Américains, ils avaient coupé le renseignement militaire aux Ukrainiens, pas sur la partie de leur territoire. La zone de conflit était toujours couverte et les Ukrainiens continuaient à bénéficier des renseignements. Ce sur quoi on les avait coupés, c'est le renseignement militaire pour attaquer en Russie. Sur la question de la suspension du renseignement américain. Les Américains ont été très flous sur qu'est-ce qu'ils ont suspendu. Ils ont sans aucun doute suspendu pendant quelques jours les renseignements visant à frapper le territoire russe en profondeur. Mais en revanche, le renseignement défensif, c'est-à-dire le renseignement vraiment sur la ligne de front, qui permet de savoir via des satellites ou que sais-je qu'un assaut se prépare là, qu'il y a une concentration de force à cet endroit-là. Ça c'est pareil. Là, a priori, on n'a aucune confirmation que ça a été arrêté. Et si vous attendez bien la porte-parole ici, elle dit « Nous allons continuer à partager nos renseignements militaires en matière de défense. » Je ne sais pas si c'est dans cette allocution qu'elle le fait ou dans une autre, ou si ici on a coupé plus court, ou si ici on a coupé cette partie ou non, mais on va s'en assurer tout de suite. Patriote. Le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe. Nous continuerons de partager à l'Ukraine nos renseignements en termes de défense. Voilà, en termes de défense. Et donc, l'Ukraine ne bénéficiera pas, comme l'a fait les Américains depuis qu'ils ont coupé le renseignement, c'est le renseignement pour aller attaquer en Russie. L'Ukraine ne bénéficiera pas de ce renseignement-là. Mais apparemment, la déception, le fait que Poutine n'ait rien donné à Trump, et probablement parce que je fais cette vidéo, je vais être obligé de vous commenter leur déception pour que vous puissiez au moins rigoler comme moi. La déception était telle que maintenant, ils doivent se contenter de ça et dire que ça, c'est un non à Poutine. Poutine
n'a rien exigé. Poutine a donné ses conditions. Si eux, ils veulent un tant soit peu obtenir, c'est qu'ils envisagent d'obtenir envers Poutine. Poutine ne veut pas de cessez-le-feu. Poutine ne veut pas de trêve. Poutine veut une paix et il veut une paix à ses conditions. Et si vous en voulez pas, ça, c'est pas une obligation. Il sait qu'il est en train de gagner sur le terrain. Donc, je ne sais pas pourquoi eux maintenant, ils recommencent une fois de plus leur propagande en disant il a dit non à Poutine. Il a dit non où? Quand? Sur ce plateau, l'ambassadeur Pierre-Lévy, vous avez traité avec... Voilà la personne pour laquelle cette vidéo est justifiée. Regardez bien son point de vue, ça se voit que lui, il n'est pas encore habitué à la propagande de LCI. Vladimir Poutine, est-ce que vous croyez, comme certains le disent, qu'il a pu en quelque sorte dominer Trump dans ce coup de fil? C'est très, très difficile à dire parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses se sont passées. Mais en tous les cas, ce que j'observe, c'est que d'abord, les Américains ont en face d'eux des négociateurs à tous les niveaux qui ont la mémoire, qui ont l'expérience et le temps pour eux. Et ça, je crois que c'est une caractéristique majeure du système russe. Pour prendre un seul exemple. Voilà. Voilà l'une des choses qu'on a du mal à accepter par les propagandistes et par les va-t-en-guerre en Occident. La plupart des gens qui se réclament ou qui voudraient cette guerre sont des gens, qui n'ont pas fait la guerre, sont des gens, qui n'ont pas l'expérience, sont des gens qui viennent d'arriver en politique et qui arrivent en politique pour servir les intérêts des gens qui les ont mis là. Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiets devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? Chacun l'aura compris, l'objet de cette allocution n'était pas économique, ni diplomatique d'ailleurs, il était avant tout politique. Que voulez-vous dire par là, Alexis? Je crois que ça saute aux yeux, Dimitri. La paix, la guerre, la bombe, le destin du monde, la survie des nations, tout ça à 20 heures sur fond de drapeau tricolore, mais ça vous pose un homme, ça vous rétablit un président. C'est tout de même autre chose que de relayer sur TikTok les vidéos d'un influenceur qui écope d'une amende à un péage. C'était ça son lot il n'y a pas longtemps. Et évidemment, Emmanuel Macron en joue, et de son point de vue, il aurait tort de ne pas le faire. Il y a encore un mois, quelle était la question sur toutes les lèvres? Celle de sa démission. Pourra-t-il aller jusqu'au bout? Ses conseillers constataient avec angoisse que les Français s'interrogeaient. Mais à quoi peut-il bien servir? Mais ça, c'est fini. Maintenant, Emmanuel Macron, au cours d'un sommet international à une réunion diplomatique, il fait des confidences à la presse, prononce des allocutions télévisées, et ça marche. Il remonte un peu dans les sondages, et puis alors qu'hier il était voué aux gémonies, il refait l'unité de son camp derrière lui. Alors bien sûr, on peut lui reprocher de parler beaucoup et d'agir moins, d'être plus ferme contre la Russie que contre l'Algérie. Mais enfin, il est là et personne ne se demande plus à quoi il sert.
Et vous pensez que ça va durer? Oh, mais ça ne fait que commencer, croyez-moi. Il a trouvé le filon, il ne va pas le lâcher. L'intervention d'hier, c'est prévu, est la première d'une longue série. Nous sommes en guerre. Vous avez aimé le Macron du Covid, vous allez adorer celui de la nouvelle ère. Il l'a dit. Au réarmement, on va associer les partis politiques, les syndicats, allocution et concertation. On va tirer jusqu'à plus soif sur les deux mamelles du macronisme. Ça peut paraître un peu cynique de le dire ainsi, mais en vérité, Emmanuel Macron doit une fière chandelle à l'Ukraine. En 2022, le coup de force de Poutine lui a permis d'être réélu sans coup férir. 3 ans plus tard, le coup de poing de Trump devrait lui offrir de quoi occuper le devant de la scène jusqu'à la fin de son mandat. La cote de popularité d'Emmanuel Macron continue de remonter. Elle est en progression pour le 2e mois d'affilée. Le chef de l'État prend 10 points chez les personnes âgées et 2 points chez les cadres. En France, tous ceux qui ont l'expérience ou qui pourraient avoir une expérience qui s'avoisinerait à ce qu'on a en face ne sont plus en exercice. Et voilà pourquoi les Russes sont largement dominants dans cette séquence de la diplomatie et des relations internationales. Parce qu'ils ont des gens en place qui ont vu Chirac, des gens comme Sarkozy, des gens comme Hollande, des gens comme la reine Elisabeth, comment il s'appelle, Tony Blair, tout le tatou, ils les ont vus. Ils ont vu ce que ces gens-là ont fait diplomatiquement. Ils ont vu les courants politiques de pensée de toute l'Europe de ces 20 dernières années ou de ces 30 dernières années. Ces gens-là ont tout ça là-dedans. Et donc, les gens comme les Macron, comme les machins là, qui arrivent là, et déjà quand vous attendez le discours de Macron avant qu'il soit président et depuis qu'il soit devenu président, c'est le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que vous voulez que des gens qui n'ont même pas de vision, qui n'ont même pas de cohérence, viennent faire en face ou viennent obtenir en face ou même essayent de troubler la solidité de l'expérience et de la confiance que les Russes qui sont en face de la table ont. Je ne dis pas que la sagacité intellectuelle dépend de l'âge, mais l'expérience et le temps compensent beaucoup et même dans 99,9% des cas surpassent largement la sagacité intellectuelle et c'est ce que nous voyons là. Les Européens, ils ont beau gesticuler, les Russes, ils savent que les Européens n'iront nulle part. Parce qu'eux, ils ont vu, c'est quoi vouloir acheter des armes sans avoir d'argent. Ils savent bien que les Européens, même s'ils ouvrent leur bouche avec leur on va réarmer ou quoi que ce soit, ils sont déjà en retard. Le temps qu'ils achètent, ils sortent, ils empruntent, ils fabriquent, ils aient, ça prendra des années pour en arriver là. Les armes, vous les aurez au plus tôt dans 10 ans. Et dans 10 ans, la situation va complètement changer. Et même avec des sommes faramineuses qu'on veut payer pour leur armement, l'Europe ne pourra pas faire face à la Russie. Et surtout, ils ne partent pas d'un niveau où, économiquement, ils sont dans l'euphorie. Et attention, le réarmement que proposent Macron et les autres dirigeants de l'Europe va ruiner l'Europe. L'Europe est en déficit. Il n'y a pas si longtemps, l'Europe avait essuyé une crise de la dette. Et nous voyons que la France est dans une situation catastrophique. Pareil pour l'Allemagne, pareil pour l'Angleterre. Donc tout cet argent qu'ils vont aller mettre, ils vont le sortir d'où? Les conséquences, ça va être que c'est que, avant même qu'ils aient cette armée, leur pays risque d'avoir des pires souffrances économiques. C'est qui était l'objectif qu'ils voulaient infliger à la Russie. Voilà la réalité des choses. L'émissaire Witkoff qui a négocié tout ça avant le coup de téléphone entre les deux présidents, il avait en face de lui Yuri Ushakov, qui était un de mes interlocuteurs, le conseiller diplomatique du président Poutine, qui a été ambassadeur 10 ans à Washington et qui a été conseiller diplomatique de Poutine pendant 13 ans. Lavrov, le ministre, et ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans. Vous voyez, donc ces gens-là, ils ont la vision. Et vous attendez. Quand vous dites que le monsieur Lavrov, il est ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans, ça veut dire que ce poste-là est là depuis 20 ans. Mais avant ça, il travaillait déjà au sein de ce ministère.
Donc ça veut dire qu'il a l'expérience du poste le plus haut du ministère des Affaires étrangères, mais qu'avant ça, il a travaillé dans le ministère, il sait ce qui s'est passé avant. Donc, et c'est pareil pour l'autre qu'on dit, soi-disant, qui a été conseiller de Poutine et ambassadeur aux États-Unis. Vous croyez qu'avant ça, il était quoi? Et donc, vous avez des gens en face qui connaissent l'histoire de l'Occident, les secrets de l'Occident, les choses qui se sont faites en Occident, les magouilles de l'Occident sur plus de 40 ans. Et en face de vous, venez ramener des gens qui commencent à peine la diplomatie. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous pensez qu'ils ne vous voient pas venir de loin? Avec tous les magouilles que l'Occident a fait pendant des années? Comment est-ce que Trump ou les Européens pourraient leur faire à l'envers? Et c'est ce qui se passe. Et voilà pourquoi les Russes dominent de la tête et des épaules cette séquence mondiale. Et ça doit être probablement la même chose pour la Chine. Ils ont l'expérience face à d'autres personnes qui sont peut-être douées pour la négociation, on verra, mais en tous les cas qui sont pressées, qui sont fébriles. Et moi, la question que je me pose pour faire écho à votre première interrogation, quand on regarde la formidable accélération depuis le 12 février, donc le premier coup de téléphone entre les deux, je me demande si nous sommes face à une vraie négociation, donc avec des positions de départ, le jeu de l'imprévisibilité, des allers-retours, ou bien ou dans une pièce de théâtre qui est déjà écrite, écrite par d'autres, avec des arrangements qui sont déjà bouclés. Voulez-vous dire où... Voilà. Vous voyez, ça sent le monsieur qui n'est pas dans la propagande. Il n'est pas venu ici vous dire que Trump est génial, Poutine est méchant, que la séquence là c'était machin et tout ça. Il vous dit pourquoi il y a un doute sur ce qui se passe. Et ici nous voyons bien que tous les schémas diplomatiques faits par ces idiots d'Européens n'en marchent pas. Pourquoi? Parce qu'en face ils ont des gens qui par l'expérience leur sont supérieurs. Et sans doute que les Russes laissent gesticuler Macron et le reste. Même Trump, on l'a laissé gesticuler en faisant croire qu'il allait rouler des mécaniques et passer des sanctions financières. Je ne connais pas encore les détails, mais nous discutons avec les Américains de sanctions en conséquence et du renforcement de l'Ukraine. Donald Trump annonce que des négociateurs américains sont en route pour Moscou et il a quelques menaces envers la Russie à peine voilées. Il y a des choses à faire qui ne seraient pas agréables sur le plan financier. Je peux faire des choses qui seraient très mauvaises pour la Russie. Et au bout du compte, même Trump a dû se plier à la réalité. Évidemment, face à des gens à qui on ne donne même pas le temps de négocier ou de parler quoi que ce soit, et ils s'imaginent qu'ils peuvent faire quelque chose. Nous avons vu le camouflet que Macron a subi, la grande table que Poutine l'a fait subir. Nous avons vu Macron aller aux États-Unis avec Trump, où Trump a carrément dit que ce mec-là, on peut pas se fier à lui. Vous vous mettez d'accord sur autre chose, après dans la presse, il va sortir autre chose. Nous avons vu Macron partir à Londres, revenir, faire des déclarations au Figaro, et le lendemain, les Britanniques disaient qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ne savaient pas de quoi il parlait. Et donc, ici, vous voyez, ce monsieur, il apporte de la fraîcheur, sans doute, parce qu'il n'est pas encore rompu à la politique de la chaîne. Et sans doute que quand les gens vont considérer que voilà, sa voix est plutôt intéressant, parce qu'il ramène de la pertinence et non de la propagande, certainement qu'on va le faire disparaître. Comme ils ont chassé Pascal Boniface. Ils ont commencé à inviter Pascal Boniface que quand c'est devenu intéressant de décrypter le fait que c'est que des gens comme nous et lui-même disaient que dans cette confrontation, la Russie a pris de l'avance et que Trump ne va rien y changer. Maintenant que la propagande de LCI et de tous ces gens-là se sont pris un mur, il est devenu intéressant d'inviter des gens qui ont une autre vision, parce que la leur ne peut plus continuer. Ils ont perdu. Trump et Poutine sont déjà amis, ou en tout cas, pardon, amis, le mot n'est pas bien choisi, mais en tout cas sont sur une même position. En tous les cas, le fait de discuter avec Poutine, de le mettre, c'est vraiment le rêve, c'est le premier acquis majeur pour les Russes.
Les Européens se font-ils une illusion? Quand on rappelle l'histoire, effectivement, Nixon-Brejnev, Kennedy-Khrouchtchev, oui. Quand on rappelle Yalta avec Roosevelt qui appelait Staline « Oncle Joe », en dépit des crimes monstrueux de Staline. En réalité, est-ce que les Américains ont une certaine tradition d'arrangement avec les Soviétiques et avec les Russes? Je dirais qu'il y a des traditions, certes, et puis nous sommes quand même les deux très grands pays. Quand on vit dans un très grand pays, il y a quand même une mentalité un peu différente des petits pays. Alors nous savons que nous avons sur nos épaules très grande responsabilité pour la paix. Et d'ailleurs, vous avez remarqué sans doute que Trump parle toujours du risque de la Troisième Guerre mondiale, puisque lui et la Russie, deux plus grands États nucléaires, ils comprennent le risque qui existe, que les autres ne comprennent pas. Alors attendez, vous dites grand pays, où est-ce que vous mettez la France? Un petit. Attendez, j'ai cru entendre petit. C'est un pays moyen. Si vous voulez, sur le plan militaire, c'est un petit pays. Et ici, ces gens-là rêvent toujours que les Russes sont reconnaissants de parler avec les États-Unis. Non, comme Emmanuel Todd l'a dit, l'Occident, c'est la sphère de domination des Américains. Oui, mais attention, il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine, en fait. L'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons. Et il ne sert à rien pour des pays importants de tergiverser avec la France, l'Angleterre ou je ne sais pas quoi, parce qu'à la fin des fins, c'est plus les Américains qui auront leur mot à dire sur ce que l'Occident va faire. Et donc oui, parler de tête à tête avec celui qui a le dernier mot en Occident est beaucoup plus utile et pertinent pour un pays comme la Russie que autre chose. Et donc, ils doivent se satisfaire de cela. Parce que si ça n'était pas le cas, eh bien, on continuerait à tergiverser et à croire encore aux bêtises que rencontrent Macron, les stammers et tous les gens comme ça. Comme s'ils avaient un mot à dire ou comme s'ils avaient leur mot à dire sur ce qui se fait en Ukraine. Parce que les Ukrainiens eux-mêmes semblent ne pas avoir leur mot à dire sur ce qui se fait en Ukraine. Est-ce qu'il est en train de changer de camp? Hier, sur notre antenne, il y avait ces images que Cyril Amourski nous envoyait, où on voyait que devant l'ambassade des États-Unis, les Russes ont mis un panneau disant « On est ensemble », comme s'ils étaient maintenant alliés des Américains. C'est-à-dire que sur place, je travaillais de manière extrêmement étroite avec mon collègue américain, et en pleine solidarité, parce qu'ils ont été très éprouvés par des mesures d'expulsion, comme nous d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il y a une méfiance très profonde côté russe face aux Américains, ne serait-ce parce que le président Trump... Vous voyez, ici, il avoue des choses qu'eux, ils disent à demi-mot. On vous dit que la Russie n'a pas hésité à sanctionner de mesures d'expulsion et les Français et les Américains. C'est des choses qu'on ne rapporte pas, on nous fait pas part, on ne nous fait pas part de cela. Mais quand il s'agit de montrer que eux, ils ont pris des mesures contre les diplomates étrangers, ils sont les premiers à faire la bouche avec ça. Mais quand eux, on les a chassés, on n'en a pas entendu parler. Trump ne sera plus là dans quelques années, et puis et donc ça fait vraiment partie de leur logiciel, de désigner les États-Unis comme le leader de l'empire du mensonge, pour reprendre la terminologie officielle. Mais pour revenir à un instant. Voilà. Et ici, il vous dit ce que Emmanuel Todd vous a déjà dit, et je remettrai encore la séquence ici pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. La politique américaine est gender fluid. Ce qu'un président américain fait peut être défait dans les premières heures de la présidence du prochain président américain. Et donc, en conséquence de cela, les Russes n'en ont rien à faire de ce que les Américains disent par rapport au conflit en Ukraine.
Une dernière question. Pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluide? Gender fluide, parce que c'est... Non, mais ça, c'est très important, parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluide, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire, un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Magic Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluide. Ce qui les intéresse, c'est que l'Ukraine leur donne des garanties que la bêtise là qu'ils ont fait de se laisser mener par les Occidentaux n'arrivera plus. Et les meilleurs moyens de s'assurer que ça n'arrivera plus, c'est de faire en sorte qu'il y ait une séparation nette entre ce qui va rester de l'Ukraine et les oblasts où il y aura les Russes. Et ensuite, de s'assurer que ce qui va rester de l'Ukraine soit un pays neutre, qui vive sa vie, mais qui ne vienne pas mettre les gens de l'OTAN à proximité de la Russie. Et ainsi, si jamais il devait recommencer cette connerie, pour la suite, il y aura moins d'état d'âme à raser l'Ukraine, comme l'a souvent fait l'OTAN dans ses interventions. Parce que là, les Russes se sont retenus parce que les zones de combat, en majorité, c'était des zones où, par principe, c'était des russophones. Mais quand ce conflit sera fini et que les zones russophones auront intégré définitivement la Russie, si jamais ça doit reprendre, au lieu d'envoyer des soldats perdre leur vie, nous allons peut-être assister à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils vont envoyer les missiles balistiques et ils vont raser la zone une bonne fois pour toutes, sans avoir besoin de se battre. Comme la démonstration qui avait été faite par l'Iran il y a quelques mois. Vous vous souvenez ? À la question du dialogue, moi je pense que c'est une bonne chose. Le dossier, si j'ose dire, s'est accéléré de manière extraordinaire, quand même, en un peu plus d'un mois. Mais simplement, j'ai deux convictions. Premièrement, une victoire de la Russie, parce que c'est la tendance actuelle. C'est une défaite des États-Unis. Et donc ça, je pense que l'administration Trump devrait penser à ça. Et deuxièmement... Une victoire de la Russie, c'est la défaite de tout l'Occident. Et en premier lieu, les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui étaient à la tête de l'OTAN. Et que celui qui a déclenché toute cette bêtise, c'est Biden en déclarant que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN. Je ne vois pas comment un pays dans la position de la Russie pourrait permettre à l'Ukraine, juste dans sa position, de rejoindre l'OTAN. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Bien avant le président Poutine, la Russie était très ferme sur cela, et je crois que la raison pour laquelle la guerre a commencé
c'est que Biden est sorti et a dit qu'il pouvait rejoindre l'OTAN. Il n'aurait pas dû dire cela. Dès qu'il a dit cela, j'ai dit, vous savez quoi? Vous allez avoir une guerre maintenant. Et j'avais raison. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Je pense que Biden est incompétent. Lorsqu'il a dit qu'il pourrait rejoindre l'OTAN, j'ai trouvé cela très stupide. Et comme Emmanuel Todd l'a déjà dit, à la surprise générale, parce que je sais que tout le monde est dans l'ivresse de l'hyperpuissance de Trump en tant qu'individu magique, etc. Mais il va passer dans l'histoire. Tout le monde, enfin, passer ses adversaires et passer des tracteurs, il en garde beaucoup. Non, mais il le pense dangereux et puissant quand même. Mais en fait, il passera dans l'histoire comme le président de la défaite des États-Unis. Donc le job de Trump, ça va être de gérer la défaite des États-Unis face à la Russie. Mais les données chiffrées ont déjà donné l'issue de cette guerre. L'Amérique, si elle veut faire ce qu'elle veut faire pour le futur, devra nécessairement accepter sa défaite en Ukraine. Et évidemment, ce n'est pas la défaite de l'administration Trump, c'est la défaite de l'administration Biden. Parce que l'administration Biden a tout fait, a tout mis. Parce que les gens, ils sont là en train de dire, oui, mais les Américains, non. Les Américains, ce qu'ils voulaient éviter, c'est de rentrer dans une guerre directe avec la Russie. Mais pour ce qui est de permettre à ce qu'on mette à genoux la Russie, ils ont tout mis. Ils ont mis le paquet. Ils ont échoué. Et maintenant, comme ce n'est pas leur pays, ils ne savaient pas comment imposer à Zelensky l'arrêt de cette guerre et l'acceptation de la défaite. Et ils ont laissé la patate chaude à Donald Trump. Et les Européens, les Macron et tout ça là qui font du bruit, ils le savent bien, qu'il s'est déjà cuit. Parce qu'eux-mêmes, ils se disent qu'ils vont se réarmer, mais ils vont se réarmer pour être prêts dans 10 ans. Est-ce que l'Ukraine a 10 ans de combat contre les Russes encore? Et donc oui, comme l'a dit Emmanuel Todd, Trump, il est là pour enregistrer la défaite des Américains. Aux grandes dames des Européens qui veulent faire encore semblant qu'il y aura quelque chose, non, rien. C'est déjà fini. Il y a un piège, je pense, pour Washington, c'est-à-dire la Russie joue la carte de la normalisation. Si vous me permettez une dernière petite anecdote, j'ai regardé ce matin Pierre-Vie Canal pour voir exactement quelle était la réaction des Russes au coup de téléphone d'hier. Et c'était passionnant parce que ils ont commencé, la présentatrice a commencé en parlant du match de hockey. Alors, notre boulot des diplomates, c'est de décoder. Vous voyez, tout a un sens en Russie. Je pense toujours à... Si le travail de diplomate est de décoder, j'annonce ma candidature à la diplomatie congolaise et française. À l'Empire des Signes de Barthes en étant là-bas. Mais tout a un sens. Et donc, ça évoque des choses très profondes pour les Russes, et en particulier ce match en 1980 à Lake Placid entre les deux équipes. C'est la grande époque. Et j'ai trouvé très révélateur qu'il parle d'abord de ça et pas des questions de moratoire sur les frappes ou d'autres choses. Mais parce que sur la guerre, c'est inutile. Ils savent bien que ce n'est pas l'administration Trump qui a voulu ce conflit. Et ils savent bien que ce qui se passe aux États-Unis est peut-être charnière pour eux d'avoir une détente des relations avec les États-Unis. Donc, ils ne vont pas s'attarder sur la guerre ou sur le conflit. Et ils savent bien que Trump essaye d'aménager l'Ukraine pour accepter sa défaite. Mais que Trump, lui, il a déjà accepté que l'Ukraine a perdu. Trump, ce qu'il veut, c'est essayer de reprendre l'argent des Américains, tout en mettant un peu d'humanité par rapport au désastre que connaît l'Ukraine à cause des Américains. Monsieur l'ambassadeur, en d'autres temps, je compare pas les régimes, enfin voilà, en d'autres temps, les gens qui allaient à Berlin dans les années 30 et qui disaient, les uns on voit ou on ne voit pas le danger d'un réarmement massif, c'est-à-dire, ils se préparent à une guerre. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je pense que dans le projet, la vision du président Poutine, il y a bien sûr l'Ukraine, qui est un pays jumeau en quelque sorte, et c'est absolument inacceptable qu'elle échappe d'une manière ou d'une autre à la Russie. Voilà. C'est ce qu'on leur a toujours dit. C'est ce que les États-Unis ont fait
à Cuba, et c'est sans doute ce que les États-Unis feront au Mexique ou au Canada si à ces 3 pays-là, il leur arrivait des velléités de vouloir s'associer avec la Chine ou avec la Russie militairement. Mais, sachant cela, les Européens sont partis écouter les Américains pour que eux viennent faire la même chose en Ukraine. Et maintenant, ils s'étonnent que les Russes aient dit niet à ce projet. Et puis, il y a un projet d'affaiblissement de l'Europe, il y a un projet anti-OTAN, et au-delà... Il y a un projet d'affaiblissement de l'Europe. Ceux qui ont affaibli l'Europe, c'est pas l'OTAN lui-même. Parce qu'on rappelle encore Simon Hirsch, dans son papier, quand il raconte qu'est-ce qui s'est passé pour les pipelines russes Nord Stream qui passaient là-bas du côté de Norvège, il a dit que c'est probablement à l'occasion d'un exercice de l'OTAN qui mêlait les Américains qu'ils sont partis préparer les explosifs pour ce qui s'est passé. Parce que souvenez-vous de la séquence de Joe Biden et de Victoria Nuland qui déclarent clairement que, en représailles à une invasion russe sur le sol ukrainien, ils vont péter le pipeline entre la Russie et l'Allemagne, en présence d'Olaf Scholz, qui ne dit rien. Un idiot celui-là, un président de je sais pas quoi. Donc on dit qu'on va rompre, ce qui permet à ton pays d'être le premier pays industriel de l'Europe. On va rompre ce lien-là, on va vous mettre en difficulté économique et tu ne dis rien. Pensez-vous qu'ils avaient la certitude de pouvoir faire ça parce qu'ils ne savaient pas déjà que tout était en place et qu'il suffisait juste de déclencher pour que ça se passe? Si la Russie fait le choix d'envahir l'Ukraine, nous sommes conjointement prêts, et l'OTAN aussi. Aujourd'hui, le chancelier et moi-même avons discuté de notre étroite coopération et élaboré un solide ensemble de sanctions qui vont clairement démontrer la détermination internationale et entraîner des conséquences rapides et sévères si la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Malgré l'unité affichée, le dossier du gazoduc Nord Stream 2 continue de diviser Washington et Berlin. Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Même, il y a un projet d'un nouvel ordre international fait de sphères d'influence, ce qu'ils appellent la multipolarité, ou plutôt d'air de chasse. Et je crois, si vous le permettez, pour compléter les propos du général et de... Bon, là, par contre, notre nouvel intervenant commence à montrer ses limites parce que je vous l'ai déjà montré hier. Ce n'est pas une vision, c'est ce qui se matérialise. Comme l'avait dit l'ex-ambassadeur français, il y a 1 an ou 2 ans, il est étonnant de voir à quel point il y a un autre monde qui s'est créé en dehors de la sphère occidentale. C'est symptomatique de ce que j'appelle moi-même à longueur de bouquin la désoccidentalisation du monde. C'est-à-dire le fait que le G7, c'est maintenant 40% du PIB international, que la puissance est diffusée, que la Chine apparaît comme une alternative aux États-Unis en termes de puissance. Tout ça fait qu'effectivement, on est moins pris au sérieux, on est moins craint, on est aussi moins respecté, etc. Et là aussi, le Brésil est caractéristique. Quand j'étais allé à Brasilia, à Sao Paulo, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que tous les interlocuteurs que je rencontrais, soit dans les think tanks, soit dans les milieux officiels, soit dans le business, venaient ou revenaient ou allaient à Shanghai. Ou à Pékin ou ailleurs. C'est-à-dire, nous, on n'imagine pas à quel point un espace extra-occidental, qui n'est pas forcément anti-occidental, mais qui est extra-occidental, s'est créé dans de nombreux pays du Sud. Eh oui, en dehors de la sphère occidentale, il y a Shanghai, il y a Dubaï, il y a le Brésil, il y a plein d'endroits, il y a Johannesburg, il y a plein d'endroits où les choses se font maintenant sans les Occidentaux. Eh oui.
et de Christine Ockrent, on se concentre beaucoup à juste titre sur le cessez-le-feu. Mais il y a deux autres étapes absolument majeures. Premièrement, un accord de paix durable. Et puis deuxièmement, répondre à la phrase russe selon laquelle il faut traiter les causes profondes du conflit. Et ça veut dire faire revenir l'OTAN à la situation antérieure à son élargissement en 1997. Et je rappelle aussi que pour le cessez-le-feu, la Russie demande explicitement qu'il y ait un moratoire, un arrêt des livraisons d'armes. Et voilà. Vous venez d'avoir le nouvel ambassadeur qui a énuméré les choses essentielles sur lesquelles il faut discuter pour avoir un traité de paix. Pas pour avoir un cessez-le-feu, pour avoir un traité de paix. Et vous voyez ici, ça n'a rien à voir avec les gesticulations des Européens ou même des Ukrainiens. Et que ça implique même de défaire ce que l'OTAN a fait. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.